Bonjour, très chers téléspectateurs, nous sommes très contents parce que nous vous savons très nombreux devant vos petits écrans en train d'attendre et maintenant vous suivez votre émission Vision panafricaine. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes toujours avec notre complice de tous les jours, M. Yamba Yamba Choukou, qui n'est plus du tout à présenter, parce que tout le monde le sait, que c'est le grand panafricaniste d'aujourd'hui en RDC, et c'est un opérateur politique parce qu'il est au cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir dans notre pays. C'est avec lui que nous allons devoir partager aujourd'hui autour de la spiritualité et de la politique de notre continent et aussi de notre pays, la RDC. Bonjour, M. Yamba Yamba. Bonjour. Monsieur Yamba Yamba, les Congolais, les Africains ont déjà pris le goût de vous suivre devant leurs petits écrans, devant leurs smartphones et pour les internautes. Et donc, ils posent plusieurs questions et nous avons essayé un peu de sélectionner quelques-unes pour essayer un peu de porter la lumière sur un certain nombre de choses. Et donc, la première question, c'est la suivante. Pouvez-vous, en votre qualité d'opérateur politique, nous dire si réellement nos pays, nos nations africaines sont indépendantes? Cette question, naturellement, va appeler une autre série de questions, mais c'est déjà des prémices à constituer les prémices d'une suite de questions qui viendront. Est-ce que les nations africaines sont-elles libres ou continuent-elles d'être toujours sous la colonisation des Occidentaux? Merci beaucoup, croyant. Beaucoup de gens se posent la question selon laquelle pourquoi M. Yamba Yamba est en train de s'investir aujourd'hui plus que jamais dans le panafricanisme, dans la spiritualité africaine, dans la faucentricité internationale, qu'est-ce qui lui arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Je voudrais dire à ceux qui nous suivent, Congolais, Africains, que c'est le résultat d'une analyse, le résultat d'un certain nombre d'observations liées au fonctionnement de nos pays. Vous savez, croyants, il n'y a pas un pays à travers le monde qui a expérimenté beaucoup d'expériences de gestion de la République comme l'Afrique, les pays africains. Vous vous rappelez, croyants, que dans notre continent, beaucoup de pays ont expérimenté le régime de parti unique. On a expérimenté, il y a des pays qui avaient des appareils. Il y avait des pays qui avaient des gens qui se déclaraient chefs, maréchals, etc. Il y a des pays dirigés même par des démocrates, des pays dirigés par des dictateurs, des pays à régime multipartiste, monopartiste, des grands programmes d'ajustement structurel, en tout cas, des programmes d'émergence, horizon 2035, 2030, etc. Des grandes idéologies comme le libéralisme, le communisme, le socialisme africain, le socialisme tout court, le capitalisme, etc. Des objectifs comme ceux du millénaire, des millénaires pour le développement, objectifs de développement durable, des gouvernements de transition, des gouvernements de large union nationale, des gouvernements de 1+4, de dialogue et de dialogue, de conférences nationales, etc. On a tout essayé dans notre continent. Mais le continent reste problématique par excellence. C'est que très clairement, malgré les indépendances, finalement, ces indépendances sont essentiellement symboliques. ne sont pas de vraies indépendances qui nous permettent d'assumer notre leadership et de travailler pour
la libération de notre peuple en termes de dessert, de services de qualité à la population africaine. Alors, à la question de savoir, est-ce qu'on est indépendant? Moi, je dis non. On est indépendant, pourquoi? On est indépendant comment? Dans une situation où, sur le plan politique, ce n'est pas la politique, notre politique qui est d'application. Vous savez qu'à l'époque de nos ancêtres, il a existé ce qu'on a appelé des empires, des royaumes, etc., qui étaient superbement organisés. Quand vous prenez par exemple l'empire de Mossi, il y avait même du droit, la séparation de pouvoir entre les différentes institutions. Mais quand vous regardez la politique, c'est la démocratie occidentale qui est d'application, le droit, c'est le droit occidental, gréco-romain. Et donc, de ce côté-là, nous ne continuons qu'à appliquer ce que l'Occident nous a présenté. Lorsque vous regardez la démocratie, c'est la démocratie occidentale. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé avec nos ancêtres, il y avait de la démocratie, il y avait une démocratie juste à poser. Vous avez un chef du village, au bout du village, vous avez celui qui peut être censé être opposant, mais qui était tout le temps consulté par les chefs du village, etc. Ah bon. Donc il y avait aussi une sorte de démocratie, une sorte d'opposition organisée dans le système politique royal. Donc il y avait aussi des opposants qui n'étaient pas forcément des ennemis de leurs dirigeants. Non, mais chaque fois quand on voulait prendre une décision stratégique, parce qu'il était considéré comme un contestateur, et il va construire sa case au bout du village. Ah bon. Et chaque fois, le chef, pour prendre des décisions stratégiques, appelez-moi cet homme-là, on va écouter son point de vue. Ça existait dans nos villages. Et donc, sur le plan démocratique... Donc on préparait, on évitait la zizanie déjà en amont. Et donc, la démocratie était organisée dans le contact, dans le modus vivendi même des Africains. Donc on respirait, les Africains respiraient leur démocratie dans le modus vivendi même de leur société. C'est justement, c'est ça, des concertations, c'est ça, palabre africain, où les gens se retrouvaient en dessous d'un arbre, etc., pour discuter, échanger. C'est ça, en fait. On écoutait qui pense quoi, etc., comment prendre ça en considération dans la prise de décision. Et croyez-moi, nos chefs à l'époque traditionnelle ne prenaient pas des décisions pour s'enrichir. Non. Lorsqu'on a tué un gibier, et généralement, on vient le soir, on vient déposer. Mais le chef va dire, mais moi je prends telle partie, mais une autre partie, il faut savoir distribuer aux gens. C'est cela. Et donc le chef était véritablement le serviteur, mais il était respecté. Vous voyez, à l'époque, on n'avait même pas besoin des militaires pour assurer la sécurité du chef, parce que la sécurité du chef était assurée, naturellement, par la population. Mais aujourd'hui, nous avons opté pour la démocratie occidentale, où on organise les élections, où ces élections nous amènent des guerres récurrentes, où les gens ne s'entendent pas. Entre-temps, les développements n'arrivent pas, et puis bon, on se divise plus qu'on se rassemble, etc. Et donc, sur le plan politique, on imite soit la France, les gréco-romains, ou les germano-romains, etc. On veut faire comme les Occidentaux, etc. Or, nous n'avons pas la même culture que les Occidentaux, nous n'avons pas le même âge culturel que les Occidentaux, et donc on nous a imposé, et cela constitue pour nous un piège, parce que nous n'allons pas nous en sortir, étant donné que nous n'avons pas la même culture. Alors, sur le plan culturel, vous savez que, bon, spirituellement, nous ne sommes pas dans nous. Nous avons vécu 35 siècles sans que l'on soit contaminé par la religion occidentale. Il y avait des pharaons autochtones, ce qu'on appelait des pharaons nationaux, qui étaient véritablement de noirs de charbon. Et à l'époque, il y avait des religions fondamentalement africaines. Mais croyez-moi, il y avait la spiritualité. Parce qu'il faut différencier la religion et la spiritualité. La spiritualité, c'est la fertilité de l'esprit qui donne à un peuple un génie, qui sont capables de créer des technologies, créer des sciences, qui leur permettent de résoudre leurs problèmes, qui leur permettent d'augmenter les richesses et de permettre de servir de qualité à la population. Nous avons perdu véritablement cette spiritualité, simplement parce que quand la religion est arrivée, on nous a dit que ce que vous avez par l'héritage de vos ancêtres, c'est du diable, c'est satanique, etc. Optez pour ce que nous amenons, parce que si vous voulez voir Dieu, écoutez, il faut passer essentiellement, soit
par le christianisme, soit par l'islam. Et donc, ces religions abrahamiques, qui dites religions révélées, nous ont éloignés naturellement de notre spiritualité. Raison pour laquelle, chez nous, il n'y a pas d'invention. Il n'y a pas des hommes et des femmes qui peuvent même fabriquer les guilles. Simplement parce que nous n'avons pas la spiritualité. Or, Dieu, quand il crée un peuple, il lui donne toutes les capacités humaines pour subvenir. Et nous avons survécu autant d'années. Vous savez, nous existons à travers le monde depuis 100 000 ans. 100 000 ans. Et l'Occident existe il y a 28 000 ans. Et nous avons une des connaissances absolues parce que nous sommes les créateurs de l'humanité. Nous avons été créés quand le monde a commencé, l'humanité a commencé. Et donc, on ne peut pas venir de quelque part pour venir nous dire que voilà, nous avons trouvé quelqu'un par qui vous devez passer pour voir Dieu. Mais nous qui avons vécu 100 000 ans, et ils sont là il y a 28 000 ans, comment peuvent-ils avoir une connaissance que nous n'avons pas? C'est ça. Et vous avez vu, à l'époque de l'Égypte antique, nous avons été tellement puissants que bon, les Européens, les Occidentaux venaient apprendre chez nous. Et donc, avec leur religion, avec leur école, etc., avec leurs médias, avec leurs multinationales, avec leurs idéologies, avec leurs fondations, leurs ONG, leurs églises. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons l'indépendance, mais nous, cette indépendance a été piégée à travers ces éléments, ces acteurs de déstabilisation qui véritablement nous a ligaturés, nous a ligotés jusqu'à aujourd'hui, et on ne peut rien, on ne peut pas bouger si on ne se débarrasse pas véritablement de tous ces acteurs malsains. Tout à fait, M. Yamba, mais il y a un problème, et un sérieux problème, c'est que véritablement les Européens, les Occidentaux ne sont pas conscients qu'ils sont en train de vous faire souffrir. Alors on se pose la question de savoir comment ils vont essayer un peu de vous libérer dans la mesure où ils considèrent que l'homme noir n'est qu'une chose. Vous savez, il y a Montesquieu qui était conseiller du roi Louis XIV. On lui pose la question de savoir est-ce que les Noirs sont des hommes, parce que Louis XIV voulait envoyer des gens pour la vente de l'homme noir, considéré comme une bête de somme, comme un cheval qu'on pouvait utiliser comme une machine. Alors, il fallait absolument qu'ils se servent des hommes de Dieu, de conseillers, de ces savants. Alors, il pose la question à Montesquieu, est-ce que nous pouvons vendre les Noirs? Ils sont véritablement des hommes? La réponse de Montesquieu était claire. Il dit, si nous commençons à croire que les Noirs sont des hommes, ce sont nous-mêmes d'être chrétiens. Parce que Dieu, tout bon qu'il est, il ne peut pas se permettre de mettre un esprit tout noir, un esprit humain dans un corps tout noir. Il laisse Montesquieu, il va voir le cardinal Richelieu, cardinal de l'Église catholique. Monsieur le cardinal, pouvons-nous vendre ou nous exercer au commerce de l'homme noir? Le cardinal Richelieu était clair, il lui dit que non. Si nous considérons que les Noirs sont des hommes, alors c'est que nous marchons contre l'Esprit Saint de Dieu, parce que l'Esprit Saint c'est lui-même qui a affirmé que les Noirs étaient déjà maudits par Cham, leur ancêtre qui avait vu la nudité de Noé, et à travers Cham, leur ancêtre, ils sont prédestinés à l'esclavage. Et si nous commençons à douter de ça, c'est que nous devons cesser d'être nous-mêmes les chrétiens, nous péchons contre le Saint-Esprit. Alors maintenant que les Blancs sont conscients que vous les Noirs, vous êtes des bêtes de somme, vous n'êtes pas véritablement des hommes, vous êtes des singes évolués. Comment va se passer cette libération? Comment ça va se passer votre combat, M. Yamba Yamba? N'est-il pas naturellement voué à l'échec? Parce que les Occidentaux ne sont pas prêts à vous considérer comme des hommes. Bon, votre analyse n'est pas loin de la réalité en termes de perception, n'est-ce pas, des Occidentaux, etc. Et c'est vrai que beaucoup, n'est-ce pas, d'auteurs, beaucoup de scientifiques ont stigmatisé ce fait pour dire que la race noire, c'est une race
inférieurs, etc. Au point où ils ont considéré tout ce qui est noir est inférieur. Lorsqu'il y a un sorcier, on dit non, il est de couleur noire. Lorsqu'il y a un voleur, on met même dans les photos, regardez les films, lorsqu'il y a un domestique, il est toujours en couleur noire. Et ils ont beaucoup travaillé même dans des cinémas, il faut regarder, dans des documentaires. Donc le noir signifie un être inférieur. Pour eux. Ce n'était que des perceptions, bien entendu. Ce n'était que des perceptions. Et c'est démontré aujourd'hui qu'un noir a les mêmes capacités. C'est vrai que ce noir-là a été combattu par des agresseurs, et nous l'avons dit, au travers de la religion. La religion n'est pas la spiritualité. La religion, c'est une institution humaine, un groupe de personnes qui croient, construisent une liaison avec l'être suprême, mais qui mettent leurs dogmes, qui mettent les pratiques, les usages, etc., qu'ils considèrent être en mesure véritablement de pouvoir se mettre en liaison avec l'éternel Dieu. Mais croyez-moi, la religion a sa fondation au travers des enjeux politiques. Beaucoup de gens qui se sont investis naturellement pour mettre en place la religion sont des personnes qui avaient des visées politiques. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, des contestataires le grand, etc., qui voulaient occuper le monde, avaient besoin de la religion pour considérer, avoir comme béquille de manière à dominer les gens. Lorsque on vous dit que, bon, Monsieur Lumbuya, quand on te frappe sur la joue gauche, il faut donner la joue droite. Monsieur Lumbuya, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et donc, en respectant naturellement ces principes, et donc vous êtes en train de respecter la législation, c'est pas, politique en tant que telle, et donc vous devenez soumis. Alors maintenant, cette soumission ne vous permet pas véritablement de vous mettre en rébellion avec l'ordre établi. Et raison pour laquelle des gens comme Constantin le Grand, 4 siècles, ou donc 325 après Jésus-Christ, a envoyé sa mère Hélène jusqu'en Palestine, et c'est là véritablement qu'ils se sont inspirés de l'histoire de Jésus, et ils ont monté ce qu'ils ont monté aujourd'hui pour asseoir naturellement. Ils ont monté ce qu'ils ont monté aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été montées en s'inspirant naturellement de l'histoire que la maman Hélène a retrouvée en Palestine. La maman de Constantin le Grand. La maman de Constantin le Grand. L'une des fondatrices du bien entendu du christianisme, etc. Et bon, maintenant, il faut compléter les choses. Ils se sont inspirés de la vie d'Osiris. Et vous savez, Osiris, avec Isis, ils ont mis en place, ils ont mis au monde Horus. Horus. Et donc, et tout ça faisant commune. Des égyptologues aujourd'hui vous font une démonstration par rapport à ça. Ce n'est plus un secret pour personne aujourd'hui. Et tout ça a été monté. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas Dieu. Dieu est là, mais Dieu, quand on nous voit, nous savons que Dieu existe. Parce que nous sommes, n'est-ce pas, les créatures de Dieu. Et la somme des créatures de Dieu forme ce que nous appelons Dieu. Donc, ce n'est pas le Barbie dont on parle, mais c'est une énergie qui véritablement a créé le monde. Et cette énergie est omniprésente dans tout espace géographique et qui donne à chaque espace géographique son génie propre, de manière à transformer son environnement et trouver le compte au travers de cette transformation. Mais les gens nous sont venus nous dire qu'il n'y a que leur culture, il n'y a que leur intelligence, il n'y a que leur science, il n'y a qu'il faut véritablement suivre. Si vous ne le suivez pas, vous n'allez pas changer. Et ils mettent en place des éléments de déstabilisation, je crois, là-bas dit, la religion. L'école que nous avons, c'est une école de répétition, l'école de récitation. On récite ce qu'eux font, ce qu'eux ont créé, mais nous n'avons pas la spiritualité nécessaire pour créer ce que nous sommes à mesure véritablement de créer sur base de l'intelligence, sur base du soubassement de ce qu'a représenté nos ancêtres lorsqu'ils ont vécu à l'époque. Merci, chers téléspectateurs. Je crois que M. Yambamba nous a amené un élément. Il venait de le dire tout à l'heure, que c'est la maman de Constantin le Grand, elle s'appelait encore Hélène. Hélène qui serait l'une des fondatrices du christianisme. Et si véritablement aujourd'hui les juifs même n'arrivent pas à croire au christianisme parce qu'ils sont conscients que c'est une histoire montée de toutes pièces. Et donc, pour corroborer cette thèse, M. Yambamba nous a apporté un élément dans lequel un juif qui connaît suffisamment l'histoire
l'histoire du christianisme, un juif qui reconnaît que le christianisme n'a été échafaudé que pour nous amener à être soumis, que pour nous coloniser, eh bien voici un juif d'origine française. Donc un juif français qui soutient que les Noirs n'ont pas d'issue s'ils continuaient à fréquenter les églises que les gens venus d'ailleurs leur ont amenées. Les Noirs n'ont pas d'issue s'ils continuent à croire en Jésus et à Mahomet. Les Noirs n'ont pas d'issue s'ils continuent vraiment de vivre comme des chrétiens. Leurs ancêtres dans le monde des Elohim sont désespérés. L'unique chance du salut de l'homme noir, c'est le retour dans sa spiritualité authentique, c'est la reconnaissance de ses propres ancêtres. Et donc, nous vous proposons l'élément que M. Yamba Yamba nous a amené. Régis, si vous pouvez le balancer. Et sur le plan religieux, il faut que les Africains comprennent que leurs ancêtres qui ont été colonisés, qui ont été torturés, qui ont été massacrés pour les forcer à accepter la colonisation, ont également été torturés, massacrés et maltraités pour changer de religion. Les conversions au christianisme ont été faites par la force et par la violence. Alors, imaginez, et les ancêtres que vous avez, peuple africain, sont toujours vivants sur la planète des Elohim. Et ils vous regardent, et ils voient leurs descendants, vous, s'habiller comme leurs tortureurs. Ils voient leurs descendants aller dans les églises qui ont été mises en place par leurs tortureurs. Ils sont désespérés. Si vous voulez retrouver la vérité qui est le culte de vos ancêtres, débaptisez-vous, apostasiez de la religion des colonisateurs, jetez les vêtements des colonisateurs, retrouvez les vêtements africains, retrouvez la culture africaine, retrouvez les religions d'avant la colonisation. Alors là, vos ancêtres vont vous regarder en étant fiers et en disant, tiens, finalement, nos descendants sont finalement indépendants. Pour l'instant, vous ne l'êtes pas. C'est des blagues. On vous fait croire à l'indépendance. Il y a un drapeau, c'est des pantins, mais qui sont aux ordres des pouvoirs internationaux. Et vous le savez, en prenant un maximum d'argent qu'ils mettent sur des comptes en Suisse. Et en même temps, l'Afrique meurt de faim un peu partout. Le Vatican, s'il est tellement concerné par les pauvres et par la faim en Afrique et ailleurs, mais qui vendent le Vatican. Et avec cet argent, il peut donner à manger à tout le monde. Parce que la religion chrétienne dont on vous vante les mérites et avec laquelle on vous a colonisé, a toujours dit la pauvreté c'est beau, n'avoir rien c'est beau. Ok, faites-le vous-même. Que le pape vende tout le Vatican, c'est une ville. Et avec l'argent, il y a de quoi nourrir tous les Africains pendant plus d'un siècle. Non, ils restent dans le luxe, mais dans les églises africaines, on continue de prêcher la pauvreté, l'humilité. Et c'est des blagues, c'est la suite de la colonisation. Merci beaucoup Coco Bendel et Coco Ntsumbu avec cet élément. Et donc, c'est sans commentaire, M. Yamba Yamba. Qu'est-ce que vous voulez nous dire à travers cet élément? Non, je voudrais simplement dire que nous ne pouvons pas dire que les Occidentaux n'ont pas droit à voir leurs ancêtres. Ils ont leurs ancêtres. Dieu a créé les différents espaces et dans chaque espace, il donne des références. Et il a des envoyés, il y a des Elohim. Il est tout à fait normal que l'islam a été créé dans un contexte, dans un espace, pour un peuple donné, les Arabes. Ah bon? Le christianisme aussi a été créé pour un peuple bien déterminé. Les Occidentaux. Les Occidentaux. Ah bon? Les 12 tribus de Juda. Et alors, maintenant... Ah, donc les Occidentaux, c'est les 12 tribus de Juda. De Juda. Éparpillées à travers le monde. À travers le monde. Ah, de la précision et détail, mes chers téléspectateurs. Et donc, nous aussi, il ne peut pas nous crier s'il ne donne pas de l'énergie chez nous. Ah bon. Et nous, le comble, c'est que, au lieu que nous puissions nous approprier de notre spiritualité, nous avons été attaqués. Attaqués par les enfants d'Abraham. Ah, les enfants d'Abraham. C'est Ismaël et Isaac. Et quand ils viennent, ils nous disent non,
Vous n'avez pas des ancêtres qui ont un génie, Dieu ne vous reconnaît pas, vous êtes des êtres inférieurs, et faites tout pour faire ce que nous vous demandons de faire. Ils se disent, eux, peuple élu de Dieu. Bien entendu. Et c'est justement là le début de notre délabrement, de notre situation. S'ils sont restés chez eux, chacun dans son espace géographique, ça ne poserait pas de problème. Mais quand ils viennent chez nous, ils nous disent, non, vous là, Dieu ne vous reconnaît pas, passez par nous et vous verrez Dieu. Entre-temps, Dieu n'est pas injuste. Il a donné des espaces en Asie, en Océanie, en Amérique, etc. Et pourquoi pas en Afrique? Et donc maintenant, quand ils nous disent ça, il faut passer par chez nous. Et quiconque qui a osé dire, comme Kipamvita, ils ont été assassinés, éliminés, etc. Zigakouf a été baptisé, christianisé, etc. Entre-temps, tout nous a été affaibli. Raison pour laquelle, et je continue à insister pour dire que s'il y a des gens qui reconnaissent qu'il a existé un Messie, c'est pas en Israël, ce Messie a réellement existé. Il ne faut pas que nous fassions trop de contestations. C'est leur Messie. C'est leur Messie. Ah ben voilà. S'il a existé, c'est leur Messie. Okay. Alors maintenant, nous, nous devons savoir qu'est-ce que nos ancêtres ont dit survivre pendant autant de millénaires, avant que les Blancs de leur Messie. C'est ça. Et c'est justement dans ce contexte contextualisé que nous nous disons que voilà, tout en acceptant que chaque espace ait son Messie. Et donc, il faut aussi reconnaître que nous aussi, nous pouvons aussi avoir nos Messies, nos Elohim qui fonctionnent dans un espace angélique. Et donc, on nous a coupé cette connexion et qu'aujourd'hui, nous ne croyons qu'à leur Elohim. Or, les Elohim n'ont pas une connexion avec nous. Voilà. Et alors maintenant, quand on nous a dit, tous vos ancêtres sont des diables, c'est facile d'écouter dans n'importe quelle religion aujourd'hui, dans Coutume, c'est à quoi sert, monsieur Yabama, à quoi sert la connexion avec les Elohim? Si on n'est pas en contact avec leur Elohim, alors qu'est-ce que ça fait? La connexion avec nos Elohim. Mais écoutez quand même, entre nous s'il vous plaît, nos Elohim, voyez, je connais quelqu'un qui me racontait après notre conférence, sa mère était au village et sa mère était une mère sage. Hein, chaque femme qui a on veut enfanter, et puis voilà les mamans là, comment on les appelle, des sages-femmes. Alors qu'est-ce qu'il faisait? S'il arrive de fois où la femme ne peut pas enfanter, simplement parce qu'il y a des complications, cette maman-là, avec ce petit couteau, faisait l'intervention chirurgicale pour sortir l'enfant. Et il a eu des matériels dans la forêt qu'on appelle, c'est... Oh là là, il y a un produit naturel qui saigne dans un arbre. Bon, les gens connaissent ça. En langue, si vous pouvez me connaître ça. Tchoua. Donc, et on prend ça et il fait l'incision, il sort l'enfant et il essaie de masser la personne qui a été opérée. Et avec ces produits-là, qu'on trouve en forêt, dans nos arbres, etc. Et au bout d'une semaine, quand on enlève ça, c'est cicatrisé complètement. Mais c'est du génie. Comment un petit couteau peut faire une intervention chirurgicale sans aucune précaution? Et on arrive à cicatriser la plaie au bout d'une semaine. Donc c'est une connexion. C'est une connexion. C'est une connexion. Je vous ai donné l'exemple. Lorsque je faisais Lubuntu vers Bukavu, etc., j'ai trouvé à Ossio un guérisseur qui recevait 300 personnes par jour. Et il faisait les interventions chirurgicales. Avec une machette. Un autre couteau. Et puis, le même jour, ça se cicatrise. Et le même jour, la personne rentre chez lui. Vous voyez? Alors, vous allez me dire que cet homme-là le fait comme ça, mais il y a une connexion. Alors qu'il n'a pas fréquenté l'université. Je termine par l'exemple. J'étais dans le Maïndomé. J'allais à Inongo, j'ai travaillé pour les comptes de la Banque mondiale dans le cadre de monitoring de concessions forestières. Et j'étais avec un ami français qui travaillait avec moi dans ces cadres. Curieusement, on arrive et on rencontre un prophète, soi-disant prophète,
qui visiblement va de maison à maison pour arracher les statuettes, arracher, je ne sais pas quoi, tout ce qui représentait les ancêtres. Et c'est le Français qui m'a dit, M. Yamba Yamba, nos ancêtres, c'est-à-dire ses ancêtres à lui, lorsqu'ils étaient ici, ils ont tout emporté. Des statuettes, tout ça, ça se trouve dans leur musée. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a même des statuettes des chefs coutumiers. On essaie de fabriquer même des satellites avec ça. À Tervuren, ah oui, la statuette d'un chef coutumier, parce qu'il y a des esprits dedans. Ah bon? Ça coûte 1 300 000 euros. Une statuette africaine. 1 300 000 euros. Moi, j'ai vu une expérience. L'Africain ne comprend pas pourquoi il y a tout un marché de statues. Oui. C'est que ça il y a des esprits. Produit des connaissances, ça produit une valeur ajoutée qui aurait pu nous être bénéfique, mais aujourd'hui c'est au service de l'Occident. Alors mon ami là me dira, oui. Monsieur Yamba, pourquoi vous acceptez, vous êtes un opérateur politique, et que des aventuriers comme ça viennent, et qu'ils enlèvent tout ce que les ancêtres vous ont laissé. Nous avons tout pris. Vous resterez avec quoi? Mais vous ne verrez jamais le développement, Monsieur Yamba. Vous ne verrez jamais le développement parce que vous n'avez pas une spiritualité authentique qui vous permette de fertiliser votre esprit et construire un génie. Et c'est de base de ce génie que vous pouvez avoir des technologies, que vous pouvez avoir des sciences, qui vous permettent de transformer ce que Dieu vous a donné comme potentialité. Et donc, quand on arrache tout, donc vous ne pouvez rien faire. Voilà. Donc, nous avons la possibilité de construire la connexion. Parce que même dans nos villages, regardez des gens, je vous ai donné l'exemple de Bouéné, par exemple, à l'Équateur. Il y avait quelqu'un qui entrait dans l'eau. 5 jours, il s'est transformé en un animal dans l'eau. Il pouvait prendre les gens, etc. Mais comment les Blancs sont arrivés à créer, à fabriquer des sous-marins? Vraiment, à créer des Inuits. À créer. Des gens qui pouvaient, avec des scaphandres, bien entendu, vivre sous l'eau pendant... Nous, avec nos gens, on peut pouvoir fabriquer des sous-marins. Quand nos sorciers, dans nos villages, on n'appelle pas sorciers, on les appelle les hommes sages et intelligents. Tout à fait, on les appelle les Nganga. Les Nganga. C'est-à-dire le maître. Le maître. Alors maintenant, quand la religion occidentale arrive, parce qu'on connaît que le secret c'est dans ces gens-là. Ils sont capables de créer des avions, ils sont capables de se promener en vitesse de croisière, etc. Il fallait nous décourager, il fallait le décourager. Aujourd'hui, quand tu dis tu es sorcier, personne ne veut l'accepter en public. Et donc on est inhibé. Et pourtant ces gens-là auraient pu nous aider, ne serait-ce qu'à fabriquer des hélicoptères, à fabriquer des avions. Et on ferait même des avions sans carburant, vous imaginez. Les sorciers sont nos savants, soutient M. Yamba Yamba. Au fait, ce sont des gens qu'il fallait bien approcher parce qu'ils sont dépositaires d'une certaine science, une science qui a développé l'Égypte antique et aujourd'hui, ils sont diabolisés. Et donc, M. Yamba Yamba vous demande de faire marche en arrière, de jeter un coup d'œil arrière pour essayer de revisiter tout ce qui a été diabolisé par ceux-là qui n'a fait qu'un seul objectif, vous dominer. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur dans tout ce qu'ils ont diabolisé? Faut-il tout rejeter en bloc? Est-ce que les sorciers ne sont-ils pas des savants? Est-ce que leur démonstration ne cachait pas un certain savoir qui peut booster notre développement? Alors, M. Yamba Yamba, ce sont là autant de questions qu'on aurait pu se poser. Mais tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que vous évoluez comme un électron libre. Vous êtes seul, vous n'êtes pas accompagné par d'autres politiciens. Alors, n'estimez-vous pas véritablement que c'est un coup d'épée dans l'eau? Quand vous êtes tout seul là, vous organisez des conférences, vous êtes au cadre de l'UDPS, ancien conseiller politique, économique et culturel de feu Étienne Tshisekedi et aujourd'hui au cadre du parti. Mais vous évoluez seul, M. Yamba Yamba, un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que vous allez réussir dans votre démarche, d'autant plus qu'on ne voit pas les politiciens congolais vous accompagner dans tout ce que vous êtes en train de faire? Vous savez, croyants africains, quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Certes, au Congo, ces idées novatrices ne sont pas encore très opérationnelles, même si on reconnaît quand même que vous avez beaucoup travaillé, croyants africains. Vous avez travaillé et je crois que nous avons été inspirés par vous autres.
croyants africains, quand on voyait croyants africains, Papankoussou, etc., quand on lisait Némouana Semi, etc., quand on lisait, on voyait Papa Wassamboula, il faut citer aussi le représentant de l'Église des Lumières, Massambu Kidi. C'est un combattant. C'est un gars qui connaît beaucoup de choses. On vous a écouté. Et nous avons pensé qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que les hommes de science s'y impliquent, aussi les opérateurs politiques. Est-ce que je suis seul? Moi, je dis non. Quand vous êtes en face du Congo, vous avez Théophile Obenga, qui était aussi un politique, mais scientifique, académique, qui travaille et qui aujourd'hui est en train même de proposer une grande université à l'Estar, par exemple l'université de Tombouctou. Le président Soso l'a accepté déjà. Ah bon. Vous voyez, et bon, quand vous allez ici sur place, il y a des hommes. Moi un seul. Non, non, mais écoute, quand vous avez... En dehors de vous, un seul en RDC. Non, non, mais en RDC, en dehors de moi je vois par exemple la nouvelle génération de députés nationaux. Quand vous voyez par exemple quelqu'un comme l'honorable Nsingi Mboululu, il est là, il a une vision. Et par rapport à ça, il ne faut pas s'arrêter là parce qu'au-delà de la spiritualité authentique, au-delà du génie de nos ancêtres, ce génie ne sera pas à l'état brut. Pour nous, nous avons intention que ça soit théorisé, modernisé. Donc quand nous parlons des ancêtres, ce n'est pas l'ancêtre-ancêtre. Nous avons intérêt que les hommes de science prennent cela, retravaillent cela, modernisent cela, et pour qu'on mette à la place publique. Et par rapport à ça, je pense qu'il y a des gens qui se réclament comme des panafricanistes. Je prends par exemple l'exemple de Félix Antoine Tshisekedi. C'est vrai que sur la dimension spirituelle, il y a encore des questions, d'échanges, de discussions. Président, il faut maintenant, sur le plan politique, oui, c'est un gars qui croit à l'unité de l'Afrique, à la construction des États d'Afrique, à la création des zones de libre-échange, etc. Et il n'y a pas que lui. Il faut aller au Bénin. Patrice Talon, c'est le président du Bénin, qui croit au vaudou, qui croit à la spiritualité africaine, et qui aujourd'hui venait de donner 500 hectares d'espace pour qu'on fasse le pèlerinage des Noirs, n'est-ce pas, au Bénin, pour implorer nos ancêtres, de manière qu'ils soient avec nous, que ce génie soit réhabilité, qu'il y ait une affirmation de soi, une estime de soi, et pour que nous puissions véritablement remettre en question tous les imaginaires qui nous ont fragmentés. Voilà, donc il n'y a pas que Talon. Vous allez aujourd'hui à Guinée équatoriale, au Biangima, aujourd'hui entre dans la danse. Ah bon? Vous allez au Tchad, Idriss Déby entre dans la danse, etc. Okay. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train de vouloir se poser des questions. On a dit qu'il y a eu plusieurs expériences accumulées, ça ne doit pas donner de résultats. Il faut chercher des solutions. Et la solution aujourd'hui, c'est la restauration de l'identité culturelle, le rétablissement de la spiritualité authentique. Et quand on combine cela pour nous donner des sciences, pour nous donner des technologies, je pense qu'avec ça, nous pouvons transformer tout ce que Dieu nous a donné comme potentialité. Nous pouvons transformer tout ce que Dieu nous a donné comme potentialité. Vraiment, je suis régaillardi quelque part parce que M. Yamba Yamba nous a amené des vidéos de reportages de certains de ses compatriotes qui déjà commencent à l'accompagner dans sa vision des choses. Et la régie, si vous pouvez nous balancer la déclaration de l'honorable Nsingi qui est tout à fait d'accord avec la démarche de M. Yamba Yamba. Kokontsumbu, si vous pouvez nous mettre la déclaration de l'honorable Nsingi Mboululu par rapport à la démarche révolutionnaire et panafricaine animée aujourd'hui par M. Yamba Yamba. Pour présence, il y a honorable Nsingi Awa. Non, on a une invitation, to ya koyoka façon mususi ya ko réfléchir. Ndeko Yamba Yamba pona ye. Amoni que peuple passe l'équi. Alors bon passe au point ici là. En tout cas, faut de la bokoko. Mobutu avait dit ça. Recours à l'authenticité, mais à créer qui va qualité. Vous comprenez? C'est bien de Goyama comme un lobby. Ce qu'on faut chef de l'État. Ce qui est chef de l'État, azana idée wana. Il faut appeler ça ba moyen ba créer ba école. On peut tout dire. On peut commencer à créer des émissions, mais tant qu'il n'y aura pas des écoles, Makambo à lobby et il faut qu'il y ait des écoles.
Merci, merci, c'est sans commentaire, ça c'est pas c'est des tout commentaires. Yamba Yamba n'est pas du tout seul comme il venait de l'affirmer. Il y a des gens, des révolutionnaires qui estiment qu'il faut absolument créer des écoles. Il faudra absolument se faire accompagner aussi par les politiciens, surtout par le président de la République, a-t-il martelé. Alors, la régie, il y a aussi un autre élément que M. Yamba nous a amené, c'est l'élément du président béninois, le président Patrick Talon, qui véritablement, paraît-il, parle de la spiritualité africaine. Et donc, si vous pouvez nous balancer cet autre élément et nous y reviendrons. Bon, il faut avoir le courage de dire, mais nous provenons d'où? Si l'Europe est de culture judéo-chrétienne, si l'Orient, aujourd'hui, se réclame d'une culture islamique, l'Afrique est de quelle culture? L'Afrique est de culture vaudou. Elle est de culture vaudou. Nous allons révéler au monde ce patrimoine si riche, si intense. Merci, merci beaucoup la régie. Et donc, quand Patrick Talon parle du vaudou, que l'Afrique pratique le vaudou, en fait, le vaudou, c'est les esprits. Vaudou veut tout simplement dire en dogon et en pelle, c'est les esprits des ancêtres. Donc, la spiritualité africaine pour le chef de l'État béninois, c'est la spiritualité des ancêtres, ce sont les esprits des ancêtres. Il faut absolument revenir sur cette façon de voir des choses, sur cette vision spirituelle de nos ancêtres pour prétendre se remettre sur le rail de l'activité humaine. Mais M. Yamba Yamba, nous revenons à vous. Le président Patrick Talon du Bénin, entre lui et Fachi, notre président, il y a tout un monde au milieu. Parce que le président Patrick Talon est véritablement africaniste et ancré totalement dans la spiritualité africaine. Le président congolais est loin d'être, il est foncièrement chrétien. Est-ce que il peut vous accompagner dans votre démarche panafricaine? Si vous pouvez vraiment regarder la caméra, parce que visiblement vous êtes un grand cadre de l'UDPS, alors nous voudrons que vous répondiez tout sincèrement à cette question. Non, non, c'est nous qui devons faire un effort aujourd'hui pour expliquer de fond en comble au président de la République la valeur ajoutée de ce que représente la dimension spirituelle dans l'action publique. Et si nous venons auprès de lui pour lui faire comprendre cet état de choses, il aime bien la discussion. Et on fera bien cette discussion. On peut dégager. Mais vous savez, en fait, ce travail, ce n'est pas un travail où on va trouver solution aujourd'hui. Il y aura des générations et des générations. Vous connaissez le travail de Tchekanta Diop, vous connaissez le travail d'Obenga, ça ne date pas d'aujourd'hui. Thomas Sankara, vous savez qu'au Sénégal, on n'a jamais accepté, même Senghor à l'époque n'a pas accepté Tchekanta Diop. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez à Dakar, vous trouvez l'université Tchekanta Diop. C'est que quelque part, c'est que Papa Wemba disait toujours, il faut un boule en kama pour Bandima, la Firez. Ça veut dire, tout compte fait, il est tout à fait normal qu'un moment viendra où les Africains comprendront cet état de choses. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a des gens qui s'intéressent à la question, ce sont seulement les politiciens, mais non, il faut aller à l'université de Kinshasa, il faut aller dans toutes ces universités, que ce soit protestantes ou catholiques, toutes ces universités-là. Vous allez trouver des anthropologues, des sociologues, des philosophes, effectivement, qui prennent la responsabilité de réfléchir sur ces questions et qui connaissent les tenants et les aboutissants de ce que nous disons aujourd'hui, mais qui n'ont pas le courage, véritablement, de pouvoir dire ces choses-là. Parce que les gens estiment qu'effectivement, les gens ont été habitués à une certaine manière de vivre, à une certaine manière de se comporter, à leur religion, etc. Et lorsque vous en parlez, ça frise justement la frustration, etc. Et on ne sait pas quelle sera
les réactions. Ça, il y a des hommes et des femmes qui véritablement sont suffisamment informés par rapport à ces questions, mais qui ne sont pas suffisamment avancés, au moins pour mettre à la place publique. Mais nous avons pris la responsabilité en disant, étant donné l'analyse des faits, on n'a pas avancé d'un iota, les résultats sont catastrophiques, on a des expériences cumulées, on n'a pas... Qu'est-ce qu'il faut? Et nous avons compris qu'il y a moyen de, non pas de retourner, mais de recourir à la sagesse, au génie de nos ancêtres. Et c'est là qu'on trouve toutes les sciences, c'est là qu'on va trouver toutes les technologies, et c'est là qui va permettre naturellement la transformation de tout ce que nous avons comme potentialité pour les affecter dans la desserte de services de qualité à notre peuple. Merci, nous sommes pratiquement à la fin du numéro d'aujourd'hui et les étudiants, préparez-vous parce que M. Yamba Yamba, président de la nouvelle vision panafricaine, va devoir commencer à faire le tour des universités avec des conférences. Les numéros sont affichés là. Tout celui, ce n'est pas seulement les étudiants, mais tout celui qui veut adhérer à l'afrocentricité internationale et à la nouvelle vision panafricaine, les numéros sont là. Et donc, on est en train de préparer une grande tournée à travers les universités pour pouvoir discuter avec nos étudiants sur cette idéologie du panafricanisme. Sur l'avenir de l'Afrique. Sur l'avenir de l'Afrique. Et donc, c'est une grande réflexion qui doit particulièrement toucher le crème intellectuel, non seulement de notre pays, mais de toute l'Afrique. Alors, M. Yamba Yamba, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs? Chers téléspectateurs, l'Afrique a tout essayé. On a tout essayé, il n'y a pas de résultat. N'ayons pas peur. La croyance bloque le raisonnement. Nous voulons, malgré notre croyance, malgré notre foi, mais posons-nous des questions. Qu'est-ce qui explique que les Chinois, qui en réalité n'ont pas les mêmes religions révélées comme nous, ont pris de l'encenseur? Les Indiens, les Pakistanais. Et pourquoi l'Afrique traîne à décoller? Et pourtant, à l'époque de l'Afrique antique, l'Afrique était performante. Ce sont ces questions-là, ces constats-là, ces observations qui nous poussent aujourd'hui à réfléchir. Nous n'avons pas la parole de l'Évangile, mais nous disons que nous devons déjà commencer à réfléchir aujourd'hui pour que nous ayons des résultats. Si on ne réfléchit pas, si on dit que ce sont des choses taboues, on ne réussira pas et nous serons les dindons de la farce et l'humanité ne sera pas solidaire avec nous. Merci, merci chers téléspectateurs. Nous sommes pratiquement et totalement à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Il n'y a pas de commentaires à faire. Hier, c'était des histoires racontées par des gens qui n'étaient pas formés à l'université. Aujourd'hui, cette réalité, cette nouvelle vision panafricaine, cette spiritualité de nos ancêtres refait surface avec les savants et non pas le moindre. À vous de réfléchir, à vous de raisonner. Nous vous remercions pour nous avoir suivis. Ciao et au prochain numéro. Merci.